15h43, Igor Demac nous rejoint. Bonjour Igor. Bonjour Guillaume. Ravi de vous retrouver, dirigeant associé de Vital Épargne. Vous allez rendre votre verdict face au marché. Ce moment qu'on va vivre, cet instant, ce verdict, est-ce que vous l'assumez? Oui. On vous écoute. J'estime et je l'assume qu'il faut acheter des valeurs bancaires françaises. Ah tiens. Oui. Il faut acheter les valeurs bancaires françaises. Mais c'est déjà fait. Société Générale, 107% de hausse cette année. Crédit Agricole, 20%, c'est un peu moins bien. Il faut encore en acheter. Alors, il y en a trois, principalement, évidemment, enfin en tout cas des valeurs purement bancaires. Je pense que les Sociétés Générales a effectivement fait la plus grosse partie de son chemin, mais quand on regarde par rapport aux performances de l'indice Eurobanks, BNP et Crédit Agricole sont très loin, puisque c'est un indice qui fait plus de 60%. Quand on regarde les niveaux de valorisation, ça reste des animaux très peu chèrement valorisés, des PE entre 8 et 9 fois, des price to book, c'est-à-dire le rapport de la valeur des fonds propres comptables hors goodwill, donc qui sont inférieurs à 1, ça veut dire qu'on estime qu'elles détruisent de la valeur, alors que d'année en année, la rentabilité du capital s'améliore, c'est ce qu'a annoncé BNP avec un objectif de 13% sur son core Tier 1, des dividendes qui sont généreux, sauf pour Société Générale. Donc oui, je pense que ce sont des valeurs qui ont du potentiel pour toutes ces raisons. C'est le signal BNP Paribas d'hier qui vous a poussé effectivement à vouloir convaincre nos auditeurs d'acheter encore les valeurs bancaires françaises. Hier, BNP a annoncé alors plus d'1 milliard d'euros de rachat d'actions, mais aussi effectivement révisé à la hausse son objectif de ratio de solvabilité. Oui, avec une perspective de redistribuer de manière exceptionnelle l'excédent par rapport à cet objectif de 13%. C'est aussi boursièrement la contre-perf de BNP depuis quelques temps, qui fait qu'il y a eu un désamour momentané et qu'il faut aussi revenir sur ces valeurs. C'est certainement un secteur toujours très exposé aux souverains, mais avec la pontification de la courbe des taux, en même temps la baisse probable de la Fed et un programme quantitatif des deux côtés de l'Atlantique qui pourrait se remettre en marche, ce sont des configurations que je trouve assez bonnes pour le secteur. Antoine? Je pense qu'il y a peut-être aussi un facteur, on passe beaucoup de temps à dire, oui, vous comprenez, on va avoir un décalage de compétitivité, le secteur américain, le secteur bancaire va complètement se faire déréguler, nous, on va être à la traîne. Et je pense que ça a les avantages de ces inconvénients dans le sens où des banques qui sont extrêmement bien capitalisées, voire même trop, entre guillemets, qui sont vraiment très très solides, elles ont plus le loisir de racheter leurs actions, de chouchouter l'actionnaire, d'augmenter le dividende. Et ça peut en faire des valeurs de rendement intéressantes. Alors Goldman Sachs peut pavoiser en disant ouais, on va avoir les revenus les plus élevés en fusion-acquisition de ces 24 dernières années, ce qui est effectivement très impressionnant et ce qui en dit long sur la conjoncture américaine. Mais parallèlement, nous, on a des banques extrêmement solides, mais qui vont peut-être prendre plus soin de leurs actionnaires et ça pourrait être un petit avantage pour nous. C'est intéressant ça, effectivement. Oui, le secteur bancaire européen est très solide. Il est plutôt bien régulé. Alors, je sais que... Donc ça va ruisseler, quoi. C'est tellement solide que pour les actionnaires, ça peut ruisseler. Disons qu'ils ont toujours, les États qui sont très prompts à les taxer de manière exceptionnelle quand ils ont besoin de combler leurs trous budgétaires, et la BCE qui veille. Mais aujourd'hui, ça reste un secteur pas cher, un secteur qui est évidemment... Dépendant de l'activité un peu quand même. Oui, très procyclique, mais ce qui est plus gênant aussi à terme, c'était le risque des fintechs et puis de toutes les solutions de paiement et de solutions bancaires type Revolut et autres. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'ils sont en train d'intégrer et qu'ils absorbent, et on a toujours besoin de grandes institutions financières et bancaires. Ça fait partie du socle de notre capitalisme et c'est plutôt bien fait. Tout n'a pas été bien fait en zone euro, mais l'euro et le système bancaire après la crise de 2011, je pense, en sort renforcé. Et votre message, c'est donc il faut acheter les banques françaises. Oui, françaises. Alors, la France n'est pas tellement à la mode en ce moment, mais on voit que le CAC 40, finalement, il stagne malgré les soucis de notre pays. Et puis, les valeurs bancaires françaises, car le Crédit Agricole, ils sont très puissants en Italie. C'est des banques universelles, internationales, systémiques, pour BNP, par exemple. Donc, alors, laquelle ? Parce que la différence de performance cette année est renversante. Société Générale gagne 107%, BNP 20%. C'est bien 20%, mais c'est 5 fois moins. Société Générale vient de plus loin. C'était un cas de restructuration, un cas de management. C'est pas du tout le même périmètre que BNP Paribas également. Mais merci, la nouvelle direction quand même, c'est grâce à elle. On peut pour le coup attribuer des lauriers à quelqu'un ou pas sur ce plus 107%. En tout cas, on ne peut pas les attribuer au précédent, déjà. Donc oui, normalement, un bon management dans quelque entreprise que ce soit, ça se voit sur les performances opérationnelles et boursières. C'est laquelle votre préférée alors des trois ? Alors je pense qu'aujourd'hui, il faut choisir BNP en 1 et en 2 Crédit Agricole. Oui.
La zone euro, d'ailleurs, qui va pas si mal, ça compte, ça, pour le secteur bancaire. L'activité, Antoine? Oui, ça rejoint un petit peu ce qu'on se disait à propos des banques. Nous, les PMI européens, en termes de conjoncture, sont pas trop mauvais. Ouais. L'ISM, on a vu ça hier après-midi, c'est une autre limonade. Est-ce que finalement, on n'est pas en train de terminer l'année avec un très léger avantage en matière de conjoncture industrielle? Pour l'Europe? Pour l'Europe, oui. Un avantage, peut-être qu'il y a des secteurs, je sais que les secteurs exportateurs français ont été un peu meilleurs que d'habitude. Il y a le luxe qui marche un peu mieux. Bon, après, est-ce que c'est pas à la marge aujourd'hui par rapport à la conjoncture américaine? La conjoncture américaine, on a bien senti que l'IA représentait maintenant une écrasante majorité mais que les autres secteurs... c'est la reprise en cas, c'est-à-dire que les hauts revenus et tout ce qui concerne l'intelligence artificielle, ça marche. Nous, on a une consommation et une économie qui est un peu plus stable, un peu plus prévisible. Bon, il se trouve qu'en France... Un peu plus équipondéré, on va dire. Oui, et puis en France, on a la dette qui permet de fabriquer un peu de croissance aussi, mais les secteurs exportateurs type aéronautique et puis luxe ont plutôt bien performé ces derniers mois. Christophe Barrot, on le recevait hier, tu le recevais aussi Antoine d'ailleurs sur scène à Tout pour investir l'événement. Il nous disait, il était en plateau dans BFM Bourse, l'économiste meilleur prévisionniste au monde depuis des années, classement Bloomberg, devant tous les anglo-saxons. Il est français et on le recevait hier. Il nous disait, en fait, l'économie américaine est en récession. Il y a une récession cachée. La tech, la croissance portée par la tech masque tout le reste de l'économie et le reste de l'économie est déjà en récession. Il disait qu'une vingtaine d'États américains étaient d'ores et déjà en récession, alors que certains de la Californie, New York, tout va bien. Mais qu'effectivement, il y a un petit effet déséquilibrant quand on regarde. C'est plutôt une économie que je qualifierais sous stéroïde. Donc c'est un bon sportif, mais on le dope et donc il fait mieux que ce qu'il devrait faire. Mais en fait, il y a plein de choses qui ne vont pas aux États-Unis. Sur les marchés, plus globalement, c'est nos amis de Zone Bourse qui ont cette image. On la prend ou on la prend pas. Ils estiment que les marchés commencent à manquer un peu de libido. Il y a une perte de libido sur les marchés vis-à-vis de la tech et vis-à-vis de l'investissement dans les actifs à risque. Est-ce que vous sentez ça un peu? On est là-dedans, là, ou pas? Les interrogations de marché. La libido, mais là, on est en fin d'année. Donc, moi, j'étais intervenu il n'y a pas longtemps en disant qu'il fallait arrêter d'acheter les valeurs liées à l'intelligence artificielle. Bon, j'étais pas devin parce que c'était un mouvement qui avait déjà commencé, mais il y a trop d'argent capturé en fait dans cette espèce d'énorme bulle d'investissement sans qu'on sache aujourd'hui très bien si ça va durer 5, 10, 15, 20 ans et on est en fin d'année, donc il y a un peu moins d'appétit pour ces risques-là, un peu plus pour des secteurs value, mais aujourd'hui personne ne prend de réelle direction sur l'allocation sectorielle ou géographique. Il s'appelle Igor Dema, qui nous accompagne régulièrement pour Vital Épargne. Merci beaucoup Igor d'être passé nous voir. On rappelle votre message. Il faut acheter les banques françaises et les valeurs bancaires françaises en bourse. Elles restent attractives, même si le parcours cette année est incroyablement positif. Elles restent décotées, ces valeurs bancaires françaises. Merci de nous avoir accompagnés.